Pour observer les fusées à longue portée tirées au centre d'essai des Landes, il fallait que la France installe une station de mesure près des points de chute. Ceci a été rendu possible par les accords franco-portugais de 1964, autorisant la création d'une base dans l'île de Flores, à l'extrémité nord-ouest de l'archipel des Açores. Cette île mesure 17 km de long et 10 de large et montre des paysages enchanteurs. La présence de l'île voisine de Corvo adoucit l'impression d'isolement qu'on ne manque pas de ressentir dans une petite île sans aérodrome, reliée au reste du monde par un seul bateau tous les 15 jours. La chasse au cachalot est très pratiquée sur l'île. Les bêtes pesant 40 à 50 tonnes sont harponnées à la main à partir des baleinières propulsées à l'aviron ou à la voile. Elles sont ensuite remorquées par vedette jusqu'à l'usine de traitement où on en tire de l'huile et une farine de viande servant d'engrais. Durant la saison d'été, les prises souvent se succèdent et les baleinières sortent dès qu'un cachalot est signalé par les vigies. Certaines algues sont récoltées en plusieurs points de l'île. Exportées, elles serviront à la fabrication de l'agar-agar. C'est une récolte pénible, mais une importante ressource. L'installation de la station française a nécessité de nombreux travaux d'infrastructure effectués par les services portugais avec un remarquable esprit de coopération. Par exemple, il a fallu construire une centrale hydroélectrique. En mars 1966, les travaux y sont très avancés, aussi bien sur le barrage que sur le canal d'Amné.
La conduite forcée n'est pas encore posée, mais la centrale elle-même est presque terminée. La création d'une route de 15 km de long a été nécessaire dans un terrain montagneux difficile et les conditions climatiques ont amené un important retard qui rend en mars la situation critique. Le printemps permettra d'achever cette route juste à temps pour la mise en place des matériels. Les intempéries ont retardé aussi les travaux d'infrastructure de la station elle-même. Heureusement, cette infrastructure était réduite au minimum par la conception de la base en unité monobloc amenée de France. La base vie, destinée au logement des personnels en villa et en hôtel, se termine dans le gros œuvre, mais l'aménagement intérieur n'est pas encore commencé. Par bonheur, l'aménagement du petit port de Santa Cruz se poursuit suivant le planning prévu. Les ouvriers portugais portent à 2 mètres la profondeur du port et de la passe d'entrée et remodèlent le quai et les accès. Malgré le temps peu engageant qui règne fin mars, la décision est prise de maintenir le débarquement du matériel pour les premiers jours de juin 1966, puisque le port au moins sera prêt. Depuis janvier 1966, les matériels destinés à Flores sont essayés dans les Landes, les unités monoblocs montées, câblées, équipées. Puis, tout est démonté, emballé et emmené au port de Bordeaux, où les matériels sont stockés en attendant l'embarquement. Les convois, souvent exceptionnels, se succèdent durant plus d'1 mois. Le port de Flores étant trop petit pour recevoir les cargos, il est nécessaire de construire des chalands spéciaux pour le transbordement et la mise à terre des matériels. Ces chalands sont construits au chantier du Bijon du Havre. Ils sont formés chacun de 2 tronçons et mesurent 16 mètres de long. Ils sont munis de 4 colonnes qui, dans le port, prendront appui sur le fond et élèveront le chaland hors de l'eau en le soustrayant aux effets de la houle et en amenant le matériel à hauteur convenable pour le déchargement. Les éléments des chalands sont mis à l'eau, assemblés et bientôt on procède aux essais. Les essais au Havre sont difficiles car les hauts fonds sont rares. Mais si le chaland s'élève peu au-dessus de l'eau, l'ensemble montre son bon fonctionnement et sa stabilité. Le 21 mai, les chalands sont embarqués sur le cargo Jacques Bingen de la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord.
Le navire vogue maintenant vers Bordeaux, où doit se charger l'ensemble du matériel de la station. Pendant plusieurs jours, les matériels de toutes sortes sont chargés dans tous les espaces disponibles. Le plan de chargement montre qu'il n'y a pas de place à perdre et les pointeurs contrôlent avec soin la mise en place. La pièce maîtresse de la station est un radar Aquitaine de très grande précision et aussi de grand prix. Son embarquement est l'objet de beaucoup de soins. « 35 unités monoblocs prennent place tantôt en cale, tantôt en pontée, tandis que plus de 1000 caisses de toute taille et de nombreux matériels divers s'installent avec soin. Après plusieurs jours de chargement, le bateau appareille pour une traversée sans histoire. Aucun espace n'est perdu, aussi bien en cale que sur le pont, et il est bien difficile de circuler sur le bateau. La première île des Açores, Santa Maria, est en vue après 4 jours de traversée, et le navire s'y arrête afin d'embarquer le personnel de l'opération venu jusque-là en avion. Le pilote, que le bateau vient de demander par pavillon, arrive maintenant. Le personnel monte bientôt à bord et cherche une place aussi confortable que possible pour une traversée de 24 heures. Pendant la traversée Santa Maria Flores, on s'affaire sur les pontons de débarquement. Les moteurs sont réglés et vérifiés. Hélas, à l'arrivée devant Santa Cruz le 2 juin, la mer est très mauvaise et il faudra attendre le 5 juin pour pouvoir les mettre à l'eau. Dès que le bateau a réussi à mouiller devant Santa Cruz, le commandement se rend à terre pour juger de la situation et faire préparer l'accueil du personnel. Puis, celui-ci descend avec beaucoup de précautions pour éviter tout accident.
La barque portugaise entre dans le port de Santa Cruz et l'état de la mer augure mal de la suite du débarquement. La mauvaise mer empêche de débarquer les chalands, mais on prépare leur navigation en balisant soigneusement le chenal d'entrée à Santa Cruz. Enfin, le 5 juin en fin d'après-midi, la mer s'est calmée et les éléments de ponton sont mis à l'eau. Le montage s'effectue dans le port et pour s'y rendre, les éléments sont aidés par la barque portugaise. En effet, la manœuvre des éléments isolés est difficile alors que le ponton assemblé a des réactions saines. Il est d'ailleurs automoteur. Lorsque deux éléments sont arrivés au port, ils sont placés côte à côte. Les mouvements relatifs des deux éléments sont extrêmement gênants pour l'assemblage, et ils montrent de façon évidente combien aurait été difficile le déchargement des matériels de mesure à partir de bateaux à flot, non conçus spécialement pour l'opération. Le montage se poursuivra une bonne partie de la nuit. Le 6 juin au matin, le premier matériel, une grue de 28 tonnes, est mis à terre. Le chaland, à l'aide de ses seuls moteurs, se place perpendiculairement au quai, les colonnes sont descendues et lorsqu'elles ont touché le fond, on hisse le chaland sur elles jusqu'à ce que le pont soit à la hauteur du quai. La grue sort alors par simple roulage. Les véhicules sont débarqués au début de l'opération et en priorité ceux de manutention et de dépannage. Le matériel de mesure sort bientôt des cales. Voici le chariot Aquitaine suspendu à la bigue qui, manœuvré avec maîtrise, le pose doucement sur le chaland malgré une certaine houle qui agite les navires. Manœuvre maintenant classique. Lorsque le chaland est au port, il se hisse sur ses colonnes, le pont est amené à la hauteur du quai et l'Aquitaine peut être attelée et tirée sur le quai. Il commence aussitôt son parcours à travers les rues étroites de Santa Cruz. Enfin, par la difficile route de montagne, le radar arrive à son emplacement définitif.
Le radar Kotal de la station aérologique est maintenant en cours de déchargement. À chaque rotation, pour gagner du temps, on charge au maximum le chaland. La passe est toujours difficile et créera 2 incidents, heureusement sans gravité. Dans le port, la manœuvre des colonnes du chaland permet une mise à terre aisée du radar. Le débarquement est en pleine activité. Pour le déchargement des unités monoblocs, le chaland est hissé sur ses colonnes, plus haut que le quai, jusqu'à ce que le pont soit à la hauteur du plateau de la semi-remorque. L'unité monobloc est alors ripée au treuil, directement du chaland sur le transporteur routier. La traversée de Santa Cruz est délicate, car ce chargement est très long et très haut. Il faut placer sur le toit un préposé aux fils électriques, non pour les courts-circuits car il n'y a pas de courant durant la journée, mais pour éviter que les fils ne soient arrachés. La manœuvre des unités monoblocs sur les plateformes exiguës est délicate. La cabine est posée à la grue sur les longrines support, à une faible distance de son emplacement final, et les panneaux provisoires de bardage, peints en gris, sont retirés avant que les unités soient accolées. Pendant le stationnement du navire Jacques Bingen, on se contente de réaliser l'accouplement et la mise hors d'eau. Quant aux installations, raccordements électriques, sanitaires et câblage, ils seront faits dès le départ du bateau. Le 10 juin, les directeurs du service d'équipement des champs de tir et du centre d'essai des Landes viennent assister à l'opération et visiter les chantiers. Le débarquement continue. Les matériels se succèdent. Les énormes berliers TBU ont beaucoup de difficultés dans les rues.
Tous les soirs, sur le Jacques Bingen, les chefs de service et l'officier de marine portugaise se réunissent autour du commandant de l'opération et du commandant du bateau afin de tirer les conclusions de la journée et préparer le programme du lendemain. Souvent, le brouillard vient s'ajouter aux difficultés de conduite en montagne. La première des coupoles, qui arrive maintenant, va créer d'importantes difficultés. Les plans des rues indiquaient la largeur du pavage, mais il y avait en plus des balcons, des escaliers et d'autres obstacles. La coupole, chargée sur une semi-remorque, ne peut se faufiler entre ces chicanes et après quelques difficultés surmontées, elle est coincée. Après mûre réflexion, la coupole est transportée par 2 chariots à fourche à la fois, ce qui permet d'éviter plus facilement les chicanes et autorise des mouvements verticaux de la charge pour passer tantôt sous les balcons, tantôt au-dessus des escaliers. La coupole arrive enfin sur la place du village, où on peut la charger sur une semi-remorque. Il faut aussi décharger un millier de caisses de toute taille et de tout poids, et c'est un travail obscur, long et pénible. Enfin, le 23 juin, arrive le moment de la mise à terre du dernier matériel. C'est une unité monobloc qui a été pavoisée. Malgré les difficultés, rien n'a été cassé et lorsque le chaland est à quai, les responsables se congratulent avec joie. Le Jacques Bingen parti, il reste encore beaucoup de travail, souvent à l'intérieur des unités monobloc. Mais les travaux extérieurs sont spectaculaires, par exemple le transport d'un groupe de la centrale électrique. La route d'accès, simple route de chantier, n'a pas été prévue pour un tel trafic. Le groupe est enfin livré à la centrale, mais pour pouvoir repartir, il faut retourner la semi-remorque à la grue. Les travaux sur la base vie pendant ce temps s'achèvent et l'hôtel reçoit ses premiers occupants. Le mât de mesure météorologique de 25 mètres de haut est monté à la grue. Les coupoles de la station de mesures optiques sont mises en place dès que l'infrastructure support est terminée.
Le montage des antennes de transmission orientable est spectaculaire. Le mât support a 35 mètres de haut et 4 antennes sont ainsi montées en un peu moins d'un mois. Lorsque les antennes sont installées, on procède aux essais de rotation. Le radiothéodolite destiné aux radiosondages aérologiques est placé sous son radome de protection pendant que les antennes orientables du point émission voisin montent vers le ciel. Le vent est très fréquent dans la montagne et il a bien contrarié le montage du hall de gonflage des ballons météorologiques. Après un court essai de rotation de cet ensemble en matière plastique, le premier ballon de la station de Flores est gonflé et lancé. La station est inaugurée le 6 octobre 1966, 4 mois seulement après le déchargement du premier matériel. Le général Fourquet, délégué ministériel pour l'armement, représente le gouvernement français. Il est accompagné de son Excellence l'ambassadeur de France au Portugal. L'amiral Milheriço représente le gouvernement portugais. Puis, les autorités françaises et portugaises visitent la station qui voit s'effectuer les derniers réglages avant sa mise en service opérationnel. L'île conserve son calme. Les lavandières, indifférentes à la technique moderne, répètent leurs gestes séculaires. L'électricité, qui bientôt atteindra toute l'île, risque d'arrêter la roue de ce moulin. Mais les hortensias continueront à donner en juillet de merveilleuses teintes roses ou bleues à tout le paysage.